3 juillet et bientôt 4 juillet. Cela fait un moment que je n'ai pas pris la parole, donc ça va pas être évident, ça va pas couler de soi, et donc je vais quand même essayer. J'ai une chose qui me tourne un peu en tête depuis 2 jours ou un jour, je sais plus, c'est rationaliser. En fait, c'est rationaliser l'angoisse, mais je peux m'arrêter uniquement au phénomène de rationalisation. Quand il s'agit de lucidité, ou plutôt d'un excès de lucidité, on pourrait dire, oui, il s'agit là de quelque chose qui frôle un peu le côté pathologique. Ça semble un peu trop parfait, trop investi. C'est cela, ça semble, comment dire, c'est une chose qui a mobilisé des énergies, toutes sortes d'énergies intérieures, et pour que le discours qu'on va dérouler, il puisse être d'une certaine intensité, voire d'une intensité assez affirmée. Voilà, c'est intense. Donc, intensité dans la lucidité. Il peut y avoir aussi une intensité dans la rationalité, dans le rationalisme. Le fait de vouloir appliquer un peu l'analyse, j'allais dire, l'analyse comme ça, ouverte, sans préjugés, sans préalable, sans prérequis, analyse tout simplement, poser les choses telles quelles et essayer de voir en quoi elles s'associent pour pouvoir nous conduire vers une situation ou une autre. Nous ne perdons jamais notre temps à analyser les choses que nous considérons comme pas affectantes, pas dangereuses, pas déstabilisantes, pas mauvaises, pour utiliser un terme un peu trop générique presque. Il n'y a pas de mal, c'est évident qu'il n'y a ni catégorie du bien ni catégorie du mal. Ça c'est en tout cas pas au sens un peu qu'on leur donne habituellement, au sens ontologique. J'ose utiliser le terme, j'ai peur de me tromper, mais ma langue me l'a susurré, alors je le laisse aller. Voilà. Donc il y a rationaliser un peu la dérive, un peu le non-contrôle, un peu les choses qui semblent un peu aller dans une direction, aller d'elle-même. Je ne sais pas, quelqu'un qui aurait construit au bord d'une rivière, un peu, qui a joué, pas avec le feu, mais qui a joué avec l'eau, et qui en fait s'est dit, il est possible que, etc., que la rivière déborde, mais j'ai là une opportunité, je peux accéder à la rivière, en même temps, le terrain il m'est accessible au point de vue de prix, au point de vue de tas de choses, peu importe. En tout cas, il a choisi de s'établir un peu en connaissance
pas en connaissance de cause, ça va pas comme image. En fait, il faudrait qu'il... Oui, on peut dire, mais c'est pas évident à poser comme analogie. En tout cas, on pourrait dire, tiens, quelqu'un qui joue un peu avec sa vie, avec ce qu'il a. Il joue, il suffit j'allais dire, d'une inondation pour un peu tout remettre en cause. Donc le projet, etc., etc. Donc, nous prenons des risques. Quelquefois, nous sommes avertis des risques par des tas d'éléments que nous avons comme ça à disposition. Puis, malgré tout, nous faisons en sorte de repousser un peu la chose, comment dire, c'est pas la bonne analogie, donc j'y renonce. En fait, je dirais que rationaliser l'angoisse, ça pourrait être une des survivances, un des vestiges qui m'est resté de mes différents compagnonnages avec la chose dite psychanalyse. Que ce soit en discutant avec des tas de gens comme ça, que j'ai rencontrés très tôt dans ma vie universitaire. Voilà, j'avais une certaine comment dire, une certaine, je n'avais pas peur de parler avec quelqu'un qui est plutôt en train d'apprendre quelque chose que moi je ne sais pas. J'étais pas impressionné. Donc je pouvais discuter. Après, donc, il y a eu la radio. C'est évident que la radio, pas tellement les lectures. Les lectures, ça consistait quelquefois en une sorte de regard un peu rapide jeté sur... Je me rappelle, j'avais lu un livre sur l'instinct de mort. Je ne me rappelle plus très bien de ce qu'il racontait. L'instinct de mort. D'ailleurs, le livre, l'ai-je lu en entier ou pas, en tout cas, il contestait la théorie de l'instinct de mort. Bon. Moi aussi, je la conteste. Ça paraît trop facile de séparer, de dire il y a l'instinct. Si on dit qu'il y a l'instinct de vie, de mort, c'est que quelque part on pense qu'il y a son contraire. Et donc, son pendant, l'instinct de vie. Or, nous ne voyons pas. Nous voyons que l'instinct de mort qui est mis en avant par un personnage que vous connaissez. Donc l'instinct de mort, il y a une tentation, un peu un jeu avec soi-même, avec l'entourage, un peu quand on parle de désir de mort, quand on parle beaucoup de la mort. La mort, on en parle parce qu'on ne la connaît pas. À partir du moment où on sait ce qu'il en est, ce qu'elle est réellement, ce qu'elle signifie vraiment, à ce moment-là, on renonce au désir de mort. Oui, il y avait le désir de sacrifice pour une cause. Voilà, un peu, mais quelque part que je chante, quand je reprenais un peu quelques refrains de ce chant, a priori fasciste, mais je ne le savais pas, ou à la muerte, ben, quelque part pour moi j'étais plein de fougue et je sais pas, je trouvais ça entraînant. Et puis, quoi de plus quelque part
que d'imaginer se lancer à l'assaut de l'ennemi en criant, en s'encourageant. En fait, j'ai pas peur de la mort, je vais à la mort, mais j'ai pas peur de la mort. Voilà, 20 ans et quelques, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Mais ça reste abstrait, c'est abstrait. Alors l'instinct de mort, je ne crois pas ce que c'est. L'instinct de mort. Oui, je pourrais dire l'instinct. Déjà, cette idée, cette catégorie de l'instinct, ça va pas. Aujourd'hui, nous réservons le mot instinct pour tout ce qui est dit animal. Les choses sont en train de changer, évidemment. L'animal n'est plus considéré comme l'animal. Et puis, c'est pas qu'on humanise l'animal, mais on tend à considérer l'animal comme un être ordinaire. Et qu'en fait, il n'y a pas d'élection. L'être humain n'a pas été l'objet d'une élection, quelconque élection. Donc il ne doit pas se prévaloir du moindre privilège, de la moindre suprématie sur les autres êtres vivants. Je dis cela alors qu'en fait aujourd'hui, bon, je viens d'apprendre, j'ai du mal quand même à être d'accord avec qu'on tue par an 100 millions de requins. Ça me paraît beaucoup. Mais bon, même si on n'en tuait que 20 millions, que 10 millions, ça paraît un chiffre énorme, surtout que on sait pourquoi on les tue. Et donc, c'est pas tant pour les consommer en entier que pour une partie de leur corps, et que ça rend les choses encore plus inacceptables. Aujourd'hui encore, en regardant un peu la télé sur l'internet, j'ai vu quelque chose au rapport avec la mort. Alors ça parlait des préparateurs, enfin tout ce qui est, j'allais dire les thanatotes, tous ceux qui s'occupent un peu des morts, qui les préparent. Ça m'avait fait un peu bizarre, cette histoire. Je voulais l'intégrer dans quelque chose. Je la mets là-dedans. Autant j'ai beaucoup de... Comment dire? J'ai pas envie de mourir dans un cimetière nord-africain. Je trouve que ça n'a aucun charme. Mais c'est l'Afrique du Nord qui est tout entière, quelque part un peu sèche, un peu plein de poussière, un peu... il manque de la verdure, il manque quelque chose pour faire en sorte... C'est vrai que c'est des tombes un peu, souvent, pas à la chaux. Alors la chaux, ça se dégrade et ça fait pas très joli, il faut renouveler, etc. C'est vrai que ça n'a pas l'air aussi, comment dire, après tout ce qu'on a fait, finir un peu comme ça, comment dire, comme ultime demeure, ça laisse un peu sur sa fin. Alors donc, finalement, cette histoire de la mort, est donc quelqu'un qui est vivant, qui meurt après, il est entre les mains je sais pas, des soigneurs, on va dire ça. Et puis le soigneur essaye, je sais pas quoi, un peu, il l'arrange comme il peut, il lui coiffe, c'est une femme, il lui coiffe les cheveux, tout cela. Je sais même pas si c'est pour la rendre présentable, si je puis dire, pour sa famille. En tout cas, c'est une personne qu'on va cramer. Et là, je recommence, je dis que là, il y a un natus, il y a quelque chose, il y a une rupture un peu une rupture dans le cours des choses. Avec comment dire, cet engouement pour la crémation. Je trouve que c'est quelque chose qui me laisse perplexe et qui me questionne, comme ça peut questionner d'autres gens, évidemment.
Alors il s'agissait de parler, entre autres, des lieux d'inhumation, des lieux non conventionnels. Donc, être inhumé dans une forêt. Alors, ce qui était un peu particulier dans cette histoire, quand j'ai envie de raconter juste ce passage-là, c'était que on va inhumer une urne funéraire. Ça me fait bizarre. Moi, pour moi, il y avait l'inhumation et l'incinération. À la rigueur, après, on disperse. Mais qu'on inhume, ça compte. Inhumé, donc j'avais essayé de comprendre un peu d'où ça vient. Donc, c'est dans, inhumer, c'est l'humus, mettre dans la terre. La terre, c'est l'humus. Si j'ai bien un peu compris, donc on met quand même en terre. On met en terre une urne qui contient les cendres. Oui, ça peut sembler normal. Nous avons évidemment à disposition des exemples dans l'histoire. Les Gaulois, entre autres, évidemment les urnes funéraires, c'est bien dit, urnes funéraires dans lesquelles il n'y a pas de cendre, il ne reste plus de cendre, il reste ce qui n'a pas à brûler. Quelques os du défunt et plus ses armes quand il s'agit de quelqu'un qui en avait, puisque j'imagine que tout le monde n'avait pas d'armes en métal. Et donc il y a cette chose. Alors, moi je me rappelle de ces lieux, de ces Allemands qui allaient se faire enterrer, une sorte d'espace vert comme ça, sans indication. Comment je le vois aux États-Unis, c'est pas tellement. Il y a une indication, mais c'est pas surélevé, c'est dans le sol. C'est un espace ouvert comme ça, et les tombes ne sont pas signalées, j'allais dire en hauteur. Il n'y a pas de stèle, ou alors la stèle est couchée. Et puis donc voilà qu'on on met ces urnes, enfin, ces cendres. Alors ça me fait toujours bizarre de voir des gens se faire cramer. Bon, la personne en question a choisi un cercueil en carton. Bof. Et, mais un cercueil en bois, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Autant mettre la personne directement dans le four. Pourquoi gaspiller de l'argent et gaspiller de la matière? Je m'en fiche des arbres, c'est pas la question. Les arbres sont là pour être utilisés. Et puis, c'est comme ça. Et donc, après, donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est la matière, les cendres, ce qui reste, c'est composé par moitié, pour moitié ou plus, des cendres du cercueil. Quand il s'agit d'un cercueil en bois massif, vous imaginez que ça ne part pas en fumée, ça laisse quelques traces, quelques poussières. Donc voilà, c'est mélangé. Je ne sais pas, on n'a qu'à la faire normal, un petit linceul, et puis on glisse la personne quelque part. Je ne sais pas, on pourrait mettre une sorte de planche. Oui, pour l'isoler un peu, j'en sais rien, et quelque chose comme ça, de toutes les façons. Je ne sais pas, à moins que le fait de brûler de la chair et de l'os dans un contenant en bois, ça permet un peu de ne pas sentir l'odeur de chair brûlée, je ne sais pas. En tout cas, il doit y avoir un moyen d'évacuer cette odeur. Le four doit être suffisamment scellé, sinon ça serait écœurant. Donc voilà la question qu'on a par rapport à ces choses qui existent en Allemagne. Et donc là, ce sont des forêts domaniales. Et donc, une partie de ces forêts est consacrée aux sépultures. Alors c'est un bail pour 99 ans. Donc déjà,
la forêt est bien vivante, donc c'est pas évident de pouvoir s'y retrouver. Bon, il y a des chemins, mais après, c'est pas évident, il n'y a rien qui soit vraiment indiqué, j'ai pas vu de panneau indicateur. Et donc, une forêt comme ça, je sais pas, on irait pour faire quoi là-dedans? Déjà, se déplacer, et puis après aller, comme ça, se perdre en forêt. Et puis, par exemple, 99 ans, et on signe à l'endroit par une plaque en métal. Une plaque en métal qui est un peu plantée dans le tronc de l'arbre. Ben, ça ne vivra pas 99 ans, ça va s'altérer. Ça va s'altérer, ça va s'oxyder, la plaque. C'est pas une plaque dans un métal inoxydable, j'ai pas vu ça, j'ai vu une plaque ordinaire. Et puis une personne, elle est seule dans cette histoire. Pour moi, c'était le caveau, c'était la possibilité de réunir les membres d'une même famille. Alors, ça n'existait plus. Les enterrements, je veux dire, familiaux, pour que ça permette à tout le monde de pouvoir un peu rendre visite à tous. Là, il y aurait le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère et tout le monde. Tout le monde dans un seul endroit. Voilà un peu l'angoisse. Évidemment, ils ont montré, à un moment donné, ils ont montré partie de cette personne morte, mais sinon, il n'y avait pas tellement de choses qui pouvaient frapper l'esprit. C'était le truc qu'il y avait, si on pouvait être étonné de voir des jeunes comme ça s'occuper de corps. Évidemment, un mort, c'est pas toujours agréable à voir. Ça peut être un mort depuis longtemps, je sais pas comment ça se passe. Dans ces cas-là, c'est peut-être, je sais pas comment. Moi, je me rappelle, j'avais entendu il y a longtemps qu'il y avait des possibilités de travail dans ce secteur de préparation des morts, et jamais je l'aurais fait. Ça, c'est un truc que j'ai refusé de façon instinctive. Comme j'ai refusé, ça m'avait d'ailleurs choqué, quelqu'un que j'ai connu qui avait un travail. Par ailleurs, tout en étant étudiant, il avait un travail qui payait bien et qui allait subir les expériences, se prêter son corps aux expériences médicales. Moi, qui ne travaillais pas à l'époque, cette chose était totalement impensable pour moi. Aller me prêter aux expériences, même si, évidemment, c'est rémunéré. Mais même, je veux dire, je l'aurais fait peut-être et je sais pas, on peut dire oui, fais-le pour comme ça tu rends service à l'humanité, je sais pas, fais-le comme un don de... Non, ce don-là, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas testé. Et donc, je l'aurais pas fait pour n'importe quelle raison. Et voilà, donc, on se demande pourquoi des jeunes choisissent ce métier. Et donc, l'angoisse, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que on a un terme qui est rationalisé. On a aussi un sujet qui est l'angoisse. Et finalement, on se rend compte qu'on a encore de l'angoisse. C'est pas faux. Encore de l'angoisse, ça se réveille. Parce qu'on a peur de la mort, pas de sa propre mort. J'ai plus peur de ne plus avoir la liberté de mouvement. Au moins, de perdre la vue, de perdre la capacité de me déplacer. Ouais, ça me fait peur. Mais après, l'angoisse, je peux même pas entreprendre, mais l'angoisse pour moi-même, pour ce que j'ai pas fait, pour le ratage qui est ma vie, ça, je sais pas, c'est comme si j'étais un peu, comme si je m'étais créé une sorte de digue. L'angoisse, je suis arrivé à la maintenir à distance, malgré tout, dans plein de cas, sauf un cas, et sauf une fois où j'ai eu l'arrivée comme ça de la police dans
la maison que je partage avec d'autres, la police qui est arrivée, et puis après les pompiers, soi-disant pour rechercher quelqu'un qui aurait disparu, un jeune qui aurait disparu. Voilà, je ne donne pas de sexe, mais pas important. Donc voilà, donc ça a été, c'est pas de l'angoisse, c'est une sorte de situation qu'on n'arrive pas à gérer. Alors on perd ses moyens, et malgré la perte de moyens, malgré le problème que j'ai eu à parler, à placer ma voix, malgré tout, je ne me suis pas laissé faire. Mais je n'ai pas assuré. C'est pas tellement, je ne sais pas si je peux qualifier ça d'angoisse, une situation un peu difficile à gérer, une situation un peu inhabituelle, ça n'arrive pas à tout le monde. Évidemment, c'est pas 6 heures du matin, c'est dans l'après-midi. Et bon, la question qu'il y avait, c'était que j'ai demandé aux pompiers si ils avaient une hache, et je demandais s'ils n'allaient pas l'utiliser. Évidemment, s'ils ont une hache bien oui, c'est qu'ils avaient prévu d'utiliser le cas échéant. La question ne se pose pas. Mais après, on peut voir que là, on peut extrapoler, on peut voir un peu la capacité qu'ont les différents services de l'État d'agir un peu sans que quelque part ils aient à fournir d'explications. Il n'y a pas eu d'explication. C'est, on vient, on frappe fort de chez vous. Je me rappelle les flics qui sont passés avant, et c'est la personne, le flic qui a frappé, ou la flic, peu importe le sexe, a tourné la porte. Ça veut dire qu'il a essayé d'ouvrir la porte. Alors, adieu les droits du citoyen, les droits. Ça n'existe pas, les droits. C'est toujours cette question. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne devez pas vous sentir mal. Vous n'avez pas à réagir, ou encore moins surréagir, si vous n'avez rien à vous reprocher. Ouais, voilà, on vous demande un contrôle, de donner votre ADN, vous donnez, on vous demande de parler, de dire où vous étiez. Non, vous devez le dire. Vous devez ouvrir votre porte, vous devez. Mais j'ai envie de le traiter dans un autre registre, un peu comme j'ai traité ce sujet autour de la société de contrôle. Bon, ça se rejoint, hein, la société de contrôle, la société de suspicion, la société, pas la suspicion, mais la société un peu de, je trouve pas le terme, la société, ouais, la société qui est prête à vous traiter comme quelqu'un qui est à vous traiter comme un délinquant, voire pire. C'est-à-dire, c'est pas vous êtes innocent, c'est vous êtes potentiellement coupable. Après, une fois que vous n'êtes plus potentiellement coupable, vous devenez innocent. Mais la base, au départ, c'est pas l'innocence. La base, c'est d'abord suspecter et agir en conséquence. Il peut y avoir un élément, un élément qui rend cela encore plus, parce qu'il s'agit de quelque chose. Là, il s'agissait en l'occasion d'un enfant, donc ça met en branle un peu tous les services. J'imagine qu'il s'agissait d'une sorte de... je sais pas, ils se sont peut-être trompés de lieu, ils se sont peut-être fait avoir par une dénonciation malveillante, peu importe, mais en tout cas, ils ne sont pas revenus pour s'excuser. Bah, rien du tout. On vient et puis on s'en va. Toujours, si vous n'avez rien à vous reprocher, ben vous dites
vous répondez aux questions, vous ouvrez votre porte, vous laissez rentrer. Évidemment, simplement, on pose toujours la question, on renverse un peu la question, elle se dit, oui, mais vous, est-ce que vous auriez fait ça? Est-ce que vous auriez accepté qu'on vienne chez vous et que si la personne est franche, s'il a envie de jouer le jeu, elle va vous dire non. S'il a envie de jouer, de la jouer vraiment, bah, elle va nier. Elle va dire non, j'ouvre ma fenêtre, moi j'ouvre ma porte, moi. Voilà, on peut rationaliser l'angoisse ou rationaliser tout court. Il y a une personne qui est très présente, qui a été très présente, en fait, comme pour ces histoires d'amour. Malheureusement, les histoires d'amour, elles sont souvent un peu correspondent un peu à la classe, elles correspondent un peu au rang social. Il y a des correspondances, c'est pas tout à fait innocent. Alors, on peut rencontrer des gens qui ne sont pas de la même classe, mais évidemment, moi j'étais en fac de lettres, évidemment, je n'avais que des gens d'une certaine classe. Il peut y avoir des déclassés, il a pu y avoir des déclassés, des gens qui ont délaissé la fac de sciences sociales ou la fac de médecine pour venir en fac de lettres et sciences humaines. Mais c'est assez rare. Donc finalement, c'est petit. Ça fait pas monter en échelle sociale. Ça laisse un peu, je sais pas, ça permet un peu d'avoir une position basse ou moyenne moins. Mais rien de, c'est pas comme les grandes écoles, c'est pas comme, ouais, ça permet à certains, ouais, ceux qui ont l'agrégation. Le CAPES, c'est l'agrégation, ouais, c'est les élus. Ça leur permet quand même de toucher, d'accéder financièrement parlant à une élévation assez substantielle. Mais par contre, voilà, donc comment on peut dire, comment on fait une rencontre? Une bouche, ça ressemble à une bouche. Les yeux, ils peuvent être bleus, et alors, ils peuvent être, c'est pas ça qui va décider. D'ailleurs, souvent, les bleus sont des bleus moches. C'est vide, ça dit rien. Alors, c'est la majorité d'ailleurs, des bleus sans intérêt, sans profondeur, sans rien. Et puis, ouais, d'accord. Après quoi? Ça parle comme tout le monde. Une personne, ça parle comme tout le monde. Ça réagit à tout, aux stimuli comme tout le reste. Ça raconte les mêmes histoires, c'est passé par un peu la même trajectoire, mais il y a tellement de correspondances et tellement que pourquoi je vais privilégier une telle par rapport à une autre? Il n'y a rien. Rien. Ouais, si je rencontre quelqu'un qui fait l'histoire, les beaux-arts, c'est clair que on va pas parler littérature. Si je rencontre quelqu'un qui fait littérature, on va pas trop parler psychanalyse. Encore, j'ai pas tant besoin que ça de parler psychanalyse, je m'en fiche royalement. Et voilà, quelque part, donc ça c'est les histoires d'amour, je pousse pas plus loin, mais c'est les rencontres. Alors les rencontres, comme qui dirait, souvent pour les histoires, quand on, je sais pas comment dire, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs niveaux. Vous rencontrez quelqu'un, vous restez avec, par exemple, on va dire 3 mois, pour faire un chiffre un peu rond. 3 mois. Pendant ces 3 mois, vous n'êtes pas disponible pour quelqu'un d'autre. J'ai une idée, j'ai une histoire comme ça, où j'étais avec quelqu'un, et mon intérêt s'est éveillé pour une autre personne. Et moi, bête comme je suis, évidemment, j'aurais dû aller avec l'autre personne. Parce que
Elle m'avait charmé. Si elle m'avait charmé, c'est que avec l'autre, j'avais un peu, j'étais arrivé à quelque chose de banal, que c'était d'ailleurs, j'ai eu la confirmation. Souvent, nous, avec les histoires, nous ne savons pas quand ça va s'arrêter. Il peut y avoir quelque chose qui dure un temps assez long, même un temps vraiment très, très impressionnant. Alors qu'en fait, ça n'aurait dû durer que quelques instants. Comme quoi, il y a de ces rencontres qui sont en fait, qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Voilà la question. Donc cette personne, je l'ai rencontrée à travers la première personne, et je ne sais pas. Il y avait peu de choses. Elle a été attirée par moi, vraiment. Et puis, ça aurait pu me changer. Elle était en sciences sociales, elle m'inspirait. Elle me faisait jouer. Il y avait un côté stimulant en elle que j'aimais bien. Voilà ce que je recherche. C'est la stimulation. Quelqu'un qui me fait un peu qui, me, qui fait un peu allumer les feux, je sais pas, de la perspicacité et de la clairvoyance et tout le reste. Quelqu'un qui, ben évidemment, ça n'a pas. Donc finalement, on rencontre des gens, on n'aurait même pas dû les rencontrer, même pas une seconde. Après, on reste avec eux, donc pendant qu'on est avec eux, on ne peut pas rencontrer d'autres personnes. Et puis, quelquefois, l'histoire se termine mal pour nous. Et nous restons un peu comme frappés de stupeur. Nous avons du mal à sortir de certaines histoires, à redevenir disponibles pour nous-mêmes. Il y a des histoires, pour moi, quelques-unes en tout cas, qui n'ont laissé aucun manque. Se sont terminées, c'est très bien, ça s'est terminé, comme cette histoire dans laquelle j'avais recharmé une personne avec laquelle j'étais ami. Et à 2 heures, vers 2 heures du matin, je me réveille, je lui avais raconté, je lui avais fait une déclaration totalement surréaliste dans un café. Et puis on a fait ce qu'on a fait, et puis au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin, je me réveille, et puis je trouve que je l'aime plus, que je m'en étais émancipé. Et après c'est fini. Ça n'est plus jamais revenu. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils vous laissent un peu, comment dire, sur le bord du chemin. Et vous n'arrivez plus ni à revenir en arrière, ni à continuer, ni à avancer. Vous êtes comme statifié. Et cette statification peut durer des décennies. Et voilà, j'avais dit que j'allais arrêter de parler de relations comme ça. Je voudrais parler des rencontres entre gens, comme ça, dites relations amicales. Et là, c'est une autre affaire. Et donc, je ne sais pas si vraiment j'ai la force d'entamer cela. En tout cas, je pourrais arriver jusqu'à 1 heure. Moi, je pourrais continuer jusqu'à faire 1 heure de parole. En tout cas, je me rappelle, qui faut-il accuser en fait dans la situation que peut être la nôtre? À qui faut-il renvoyer la responsabilité? À soi, beaucoup à soi, à l'autre, beaucoup à l'autre, au hasard, au concours de circonstances, je ne sais pas, à une hésitation.
Souvent, ce qui manque, c'est, comment dire, non pas un directeur de conscience. On ne va pas genrer, on dit directrice, directeur, peu importe. Un peu une sorte de, non pas de conseiller ou conseillère, mais quelqu'un vers qui on irait toujours pour poser la question. C'est vrai, j'avais rencontré quelqu'un qui aurait pu jouer ce rôle à un moment donné, mais cette personne ne s'est pas du tout intéressée à moi. C'était une drôle de situation. J'avais en face de moi un adulte, très adulte, qui jouait à des jeux avec des jeunes, très jeunes, à des jeux d'allusion sexuelle, vraiment très... Vraiment, j'ai été étonné, totalement... Non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc finalement, là encore, on rencontre la personne. Alors je reprends cette histoire de directeur de conscience. Là, il ne s'agit pas de sa conscience, il s'agit de comment on fait. Quelquefois, on a un journal, ce on peut appeler un journal intime. On écrit. Souvent, on écrit, on ne relit pas. Donc, le bénéfice me paraît totalement insignifiant. Cette pratique ne fait pas avancer. On fait la chose pour elle-même. Le truc, c'est d'écrire sur une chose, puis de réécrire et de réécrire et de réécrire, toujours sur la même chose, pas d'écrire un peu sur tout, de rester focalisé. Et même le fait de pratiquer l'oralité, elle ne conduit pas. L'oralité est plus facile à réécouter, par exemple, mais même cela ne conduit pas à la lucidité ou à la compréhension du tableau, j'allais dire tableau d'ensemble, à la compréhension du phénomène. Il manque toujours une sorte de, comment dire, présentation des choses. Tu fais comme ça va amener un certain type de conséquences. Tu fais différemment, ça va être d'autres types de conséquences. Tu choisis de faire, voilà ce qui peut en découler. Tu choisis de ne pas faire selon le choix que tu fais, ou selon les choix qu'on fait. Une personne avait dit, je ne sais pas si c'était de lui ou s'il l'a emprunté, ne quitte pas, ne romps pas une histoire, n'arrête pas une histoire avant que tu n'aies un pied dans une autre histoire. Et finalement, ça paraît logique et pas facile à faire. La chose habituelle, c'est qu'on ait deux histoires en parallèle, ou même trois. Mais qu'on ait une histoire qu'on garde comme ça en prévision de l'échec de l'autre, ça me paraît pas, ça se passe pas comme ça. On peut pas transformer une relation qui était secondaire en relation première. Il y a trop de changements. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il s'agit là d'une relation. Il ne s'agit pas de quelque chose de matériel. Je ne sais pas comment dire. On a une société, alors on a 25% des parts. On a 25% des parts et on a par exemple 50% dans une autre société. Donc, j'ai deux sociétés. Je pourrais mettre
par exemple, tout mon argent dans une société. Non, je préfère en mettre une partie dans une autre. Comme ça, un peu, je minore les... Je minore un peu les problèmes qui peuvent survenir. Mais si je perds, par exemple, 50% que j'ai dans la première société et que je me consacre aux 25%, en général, la première société, je ne vais pas revendre et récupérer mes 50%, je vais les perdre. Donc quand je vais arriver dans l'autre société, je vais avoir moins de poids et sûrement recevoir moins de bénéfices. Et je ne pourrai pas avoir, par exemple, la majorité de blocage. Je serai dans une position défavorable parce que je n'ai que 20 ou 25% de départ. Alors qu'il y a quelqu'un en face qui a peut-être 50 ou 75% de départ restantes. Donc, je ne peux pas dire, tiens, quelquefois je n'ai pas les moyens, mais même si j'avais les moyens, je ne peux pas débarquer comme ça et dire, je veux, comme ça, avoir les 50%. Non. On ne peut pas changer une situation qui était comme ça. On ne peut pas la changer parce que cela pourrait nous arranger. Donc on ne peut pas la transformer. Mais en attendant, il peut y avoir comme ça en miroir. J'ai une relation avec quelqu'un. Là, il ne s'agit pas d'une relation sentimentale. Il s'agit d'une relation amicale dans laquelle il y a toujours une certaine distance. Quoique, l'intime vous pousse un peu à vous engager beaucoup. Alors que l'amical, lui, il vous laisse une part. Et vous pouvez rester pour une partie sur la réserve. Vous pouvez toujours un peu occulter quelque chose et la laisser de côté, ne pas l'intégrer dans la relation. Mais il faudrait avoir en même temps 2, 3 relations dans lesquelles, dans chaque relation, on se pose la question sur par exemple, la relation 1, je vais voir la relation 2 pour poser la question, pour me poser des questions sur la relation 1. C'est ce que la relation 1 est en train de me faire faire, vers où elle va me conduire. Parce qu'il y a des relations qui vous donnent les clés vers du mieux. Il y a des relations, même de façon indirecte. Souvent, on se laisse un peu influencer, on se laisse un peu emmener de façon indirecte, mais alors plusieurs degrés. C'est de l'indirect, indirect, indirect. Mais ça n'empêche que ça a de l'effet. Ça agit. Quand quelqu'un dit non à quelque chose, ben vous aussi, vous êtes touché par ce non. Imaginons que par exemple j'ai une certaine hésitation à faire une chose. Mais je veux la faire. Mais j'ai une hésitation. Alors ce que je vais dire, je vais en faire part à la relation 1. La relation 1 va être très distante, ne va pas m'accompagner, ne va pas m'encourager. Alors ce qui va se produire, si je reste au niveau de la relation 1, c'est que ma réticence ne va pas s'estomper, elle va rester telle qu'elle, et elle va me conduire à reporter peut-être la décision. Et ce report peut être le début à une prise de distance définitive. Alors si par exemple je vais voir la deuxième relation ou la troisième relation et je dis voilà, j'ai envie de parler d'un sujet important, j'en ai fait part à un tel, première relation, pas de réaction de sa part, donc pourtant ça reste important pour moi.
Donc je voudrais te demander ton point de vue sur l'intérêt de cette chose. Si par exemple je dis, moi, je me laisse un peu aller, mais ça n'avait rien, ça pouvait être possible. Même si il y avait quelque chose qui pouvait, à un moment, il y a des choses. Alors, si on prend tout, comment dire, en détail, si on essaie de la jouer vraiment très, très lucide, ça ne va pas le faire. Alors on va dire, j'avais envie de devenir le maire de Toulouse. C'était pas du tout ma vocation. Je ne me vois pas maire. Bon, ça me paraît plus administratif qu'autre chose. Et puis, oui, le maire. On me dit, monsieur le maire. Ouais. Quoique, voilà, donc je me rappelle cette histoire de quelqu'un qui aurait pu, mais qui ne s'est jamais proposé de le faire. En tout cas, j'en ai jamais entendu, je l'ai jamais entendu exprimer cette chose-là. Donc, j'aurais rencontré quelqu'un, m'aurait dit, tiens, bon, je me suis arrêté. Donc, je vais rencontrer quelqu'un, comme ça, d'ailleurs, c'était marrant. C'était dans les bâtiments, comme ça, en passant, parce qu'il y a un passage piéton, hôtel de ville, la mairie, quoi. Et puis il me dit non, quelque part, si je traduis par les termes de maintenant, Toulouse n'est pas prêt pour un maire d'origine arabe. Tiens. Et donc, moi, au lieu de porter cela, un peu comme on dit sur la place publique, et d'aller ne pas le garder au fond, parce que ça agit. Ça agit. Ça, c'est la chose, je sais pas comment dire, comme c'est, j'allais dire, des bombes fouisseuses et des bombes fouisseuses qui éclatent. Non, c'est pas la bonne analogie. Mais en tout cas, par exemple, comme c'est ce travail de sape, finalement, c'est pas, on va saper, mais pas sur quelques mois. On fait pas le siège. On sape à loisir. Comme ces micro travail de sape que la CIA a conseillé aux gens au Nicaragua. Donc on jetait des choses un peu par tous les moyens. On essaie d'encourager la population à saboter. Ah, il ne s'agit pas de saboter comme le faisait par exemple la résistance allemande, les terroristes français de l'époque contre les convois de fer, par exemple, convois de chemin de fer. Ah, il s'agissait de faire dérailler un train. Là, les conseils de la CIA, c'était beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins démonstratif. Mais multiplié par quantité, ça devenait quelque chose à laisser, par exemple, couler l'eau, j'imagine, desserrer un boulon et faire des mini-sabotages. Voilà le mini-sabotage. Et ça ne produit un effet. Évidemment, je ne sais pas si ça a produit de l'effet réellement ou c'était plus psychologique ou j'en sais rien. En tout cas, ça peut participer à une sorte de quelqu'un qui fait quelque chose comme ça contre le gouvernement en place. C'est pas tellement l'acte qu'il fait, mais c'est plus l'intention qu'il a. C'est-à-dire quand il fait ce micro-sabotage, c'est qu'il est devenu un opposant convaincu.
voilà, transformer quelqu'un, et je sais pas comment dire, ces histoires de bande dans lesquelles, pour devenir membre de la bande, il fallait commettre un crime, un acte un peu extrême. Il fallait ou et il fallait mettre à mort peut-être un innocent, un ennemi. Il fallait devenir soi-même un assassin. Il fallait commettre quelque chose d'énorme. Voilà, on peut dire le fait, je ne sais pas comment ça agit, le processus, mais par exemple, le fait d'agir contre son gouvernement par le micro-sabotage va faire en sorte que comment dire, en tout cas voilà, les micro-sabotages dont peut être victime une personne tout au long de sa vie, il faut en être conscient. Là, il s'agit quand quelqu'un te dit tel basané ne peut pas, parce qu'il est basané, il ne peut pas prétendre à un poste. Bien sûr, moi je le trouvais un peu trop politique, un peu trop... Ce qui me gênait, c'était son accent trop toulousain, trop de la région. Quelque part, il y avait... Et, et d'ailleurs, les gens y croyaient tellement que cette histoire ne s'est pas arrêtée là. On en voit les implications. Comme quoi, il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de gens, d'une fraction de la population beaucoup plus importante. Il ne faut pas croire que ce qui arrive à l'individu n'arrive qu'à cet individu en particulier. Nous assistons tous à des processus un peu sociaux, économico, historico, symbolico, culturels, politico, etc. Nous assistons tous au même processus. Et nous sommes un peu les acteurs, un peu malgré nous, de tout cela. Nous assistons, les spectateurs, plutôt que les acteurs. Et donc cette personne, en face de moi, il n'y avait personne d'autre, je ne sais pas comment c'est venu dans la discussion qui n'a pas duré longtemps. Quelqu'un que je ne connaissais pas beaucoup, que j'ai revu comme ça, par accident. Voilà, il me dit cela. Donc le temps passe. La personne est toujours en responsabilité, mais responsabilité au sein de son parti. Et puis après, je ne sais pas s'il est devenu député européen, par exemple, je pense, sorte de... Ouais, peut-être européen. Je ne pense pas qu'il ait été devenu député national. En tout cas, arrive un gouvernement, et puis il est nommé quoi? Je vous le donne en mille. Il est nommé ministre ou secrétaire d'État aux anciens combattants. Le bouclier bouclé, à quoi il sert? Il est originaire d'Algérie et fait partie des Harkis. Donc à quoi on le destine? On le destine à remplir une fonction de niche. Voilà, il est ramené à son origine de façon totale et de façon définitive. D'ailleurs, il n'est pas resté très longtemps dans ce ministère suite à une bêtise faite comme ça, un scandale, un mini ou un moyen scandale. Mais en tout cas, il n'existe plus, il a disparu. La circulation, il n'a même pas été intégré par le nouvelle majorité présidentielle, il a disparu. Peut-être qu'il a une fonction encore, je ne sais pas, conseiller général quelque part, je ne sais même pas. Ouais, il doit avoir des relais, mais la carrière nationale c'est fini. La mairie c'est fini depuis longtemps.
Voilà comme quoi il y a des choses. Donc il faudrait, là il s'agit de multiplier un peu. C'est pour ça que souvent j'ai pensé à cette histoire et voilà un peu besoin d'avoir des collaborateurs. Ben, je me dis collaborateurs, il y en a un qui écrit le discours, il y a un autre qui un peu s'occupe des relations publiques, il y a un autre qui conseille un peu. Il y a même une ministre, j'ai vu, elle avait une conseillère qui s'occupait de cette tenue vestimentaire. Soit tout seul, on n'arrive à rien. On a besoin de collaborateurs, on a besoin de lieutenants, on a besoin d'auxiliaires, on a besoin d'aide. Alors, on peut avoir aussi besoin de gens, même rang que nous, pas de problème, de confrères, de, j'allais dire, de conjoints, de gens. Je ne sais pas comment le dire, cette histoire de... En fait, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité, la spécialisation. On peut avoir quelqu'un qui est plus en maîtrise de la chose publique. Qu'on veut lui parler. Bon, je me rappelle, cette personne avec laquelle j'avais parlé, elle m'avait dit, oui, les gens qui ont un revenu assez bas, en fait, au niveau du circuit économique, ils le font tourner. D'une certaine façon, il est remis dans le circuit économique mieux que les revenus hauts, etc. Il n'y a pas d'épargne, par exemple, ce qu'elle voulait peut-être dire, il n'y a pas d'épargne, il est remis dans le circuit. Et cette personne, c'est tout ce qu'elle m'a laissé, cette réflexion. Par ailleurs, j'ai eu à observer sur elle quelque chose de totalement déplacé, des remarques, des implications dans les histoires annexes, sans importance. Voilà un comportement qui se contredit un peu avec la dimension, j'allais dire, la dimension savante de la personne. Et il y avait une sorte de contradiction, manque de prise de distance sur un certain nombre de sujets. Ça m'avait sidéré. Il y a des principes. Les principes sont, quelque part, on peut avoir des principes. Et des principes, mais on sait que les principes, c'est quelque chose qui doit, là aussi, être contextualisé. Nous ne devons pas avoir des principes un peu pour s'en réclamer toute notre vie. C'est pas. En tout cas, comment dire, la question, en fait, finalement, deux personnes qui se rencontrent, plus, peu importe, on va dire juste deux personnes qui se rencontrent, l'important, c'est pas de chercher des sujets de confrontation, mais de chercher, en fait, à ce que l'autre nous écoute. Si par chance, cette personne nous connaît de quelque temps ancien. Si on a cette chance-là, on va dire, voilà où j'en suis, voilà comment tu m'as connu, voilà quand, et puis voilà où j'en suis. J'ai des choses qui se passent bien, que j'arrive à gérer, et puis j'ai des choses un peu qui me posent problème. Je profite de ta présence, au fait que j'étais en face de moi pour te poser certaines questions comme ça, directement.
Il peut s'agir de questions un peu diverses. On peut choisir parmi les... Je sais pas, il peut y avoir plusieurs. On va choisir juste une ou deux et on va se focaliser dessus. Je profite. Parce que toi, t'es pas moi. Et donc, tu peux avoir un éclairage qui va obligatoirement m'être bénéfique. Malgré, j'en sais rien, malgré la différence de situation, malgré le statut social, malgré tout, il est possible. Voilà. Qu'est-ce que je te donne quelques éléments pour que tu puisses juger en connaissance de cause, et puis voilà. Ne cherche pas les choses qui peuvent créer de la distance. Pourquoi faire? Donc, en tout cas, il y a plein de choses à dire. Je voulais faire 1 heure de parole à peu près. Je pense que je suis arrivé à l'heure. C'est un test que je fais, un test pour savoir si je suis encore capable de parler. Évidemment, je déblatère. Je parle un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si ça a de l'effet, si ça me permet de me débarrasser d'un trop plein de mots ou de choses comme ça. Je ne sais pas si ça me fait du bien. En tout cas, il y a l'angoisse. C'est clair. L'angoisse. Quelquefois, pourquoi ne pas dire la peur? La peur, l'angoisse. La peur. Pour certaines choses, il y a quelque chose qui se situe au-delà de la peur, au-delà de l'angoisse. On est comme on est, on ne cherche plus à changer grand-chose. On accepte les choses telles qu'elles sont. Et puis voilà, c'est comme ça aurait pu être autrement, mais c'est comme ça. Simplement. Je parle doucement parce qu'il est tard. Bon, j'ai pas envie de parler fort non plus. Et puis voilà. Donc, les mots, un peu, qui se suivent et un peu se ressemblent et ne se ressemblent pas. En tout cas, le destin d'un être humain, c'est peu de choses, hein, un destin. C'est pas drôle, évidemment que c'est pas drôle. Ce qui est arrivé en Libye à ces gens qui étaient emprisonnés, quoi, et qui attendaient, toute nationalité confondue, qui attendaient, je sais pas, parce qu'ils ont été pris au moment où ils voulaient, en fait, passer en Europe, et donc ils peuvent plus recommencer, donc je sais pas ce qu'ils attendaient. Ils attendaient d'être libérés peut-être pour qu'ils puissent rentrer chez eux. En tout cas, ils ont été touchés par un avion. Beaucoup en sont morts de cette attaque, brûlés, j'imagine. Et puis, il y a ce campement de gens un peu qui se sont arrêtés au Maroc. Le Maroc qui joue le garde-frontière. En Libye aussi, c'est le même rôle. Le garde-frontière de l'Europe pour empêcher les gens de continuer d'affluer. Donc, on les emprisonne. Voilà. Et au Maroc, il ne s'agit pas d'emprisonnement. Il y a des gens qui sont renvoyés vers le sud. Comme ça, ils ne sont plus proches des côtes espagnoles. On les éloigne. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui finissent leur vie un peu au Maroc, qui doivent subir un peu la difficulté de la vie là-bas. Quand on imagine que beaucoup de gens de nationaux de ce pays sont dans la difficulté, alors j'imagine quelqu'un
qui n'est pas originaire de ce pays et qui en plus a le malheur d'être noir. Ah, j'imagine la difficulté qu'ils vivent. Ils peuvent aussi se poser la question sur le destin. Ouais, le destin. En quoi suis-je responsable? Si je suis au monde, est-ce à moi de dire, je sais pas, je dois me tuer parce que oui, il y a trop de monde, on est trop nombreux. Les parents et je sais pas quoi auraient dû un peu faire moins d'enfants. Est-ce que le fait d'être en vie n'est pas quelque chose qui doit être respecté et qui doit être un peu... J'ai autant le droit que toi, bien sûr, d'être en vie et de prétendre prétendre à mieux vivre, voilà, à espérer, à arranger ma situation et la situation des miens si c'est possible. Voilà donc le destin. Certains sont de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je me retrouve de ce côté, et évidemment. Moi aussi, je suis pris dans une sorte d'enchaînement des situations. Je suis pris dans un engrenage. J'arrive plus à en sortir. Certains, c'est clair, certains seraient arrivés en Europe et ils auraient échoué. Ils n'auraient rien réalisé comme moi je n'ai rien réalisé. Et peut-être, ils pourraient regretter d'avoir fait le voyage. Voilà, comme je peux le regretter moi aussi. Sauf qu'entre eux et moi, il y a une différence de 40 ans. À mon époque, il était possible de trouver un travail quand on a fini ses études. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup moins évident. C'est pas évident du tout même. Et donc, la situation, elle s'est aggravée. Voilà, donc j'arrête là. Donc, je n'ai pas traité, rationalisé l'angoisse. J'ai rien rationalisé. J'ai parlé. Ouais, quelque part, parler en français. Bon, c'est vrai que j'ai d'autres sujets. J'ai pas parlé depuis 4 ou 5 jours, même plus. Bon, je m'y remets. Bon, ça n'a pas l'air. J'ai pas trop la force de me concentrer sur un sujet. Vraiment être dans la cohérence et dans la discipline. Là, je pratique un peu le hors-piste à tout bout de champ. Bon, c'est comme ça. Il y a toujours de risques à faire de l'hors-piste. Voilà, pour l'instant, je suis toujours là. Donc, j'ai pas à rougir de honte d'avoir dit ce que j'ai dit. Peu importe. Après, les mots sont là. Ils sont là. Ils pourraient ne pas être là. Ça ne change rien. La seule chose, c'est que j'évolue. Ouais, je me transforme lentement. Je prends connaissance, prends conscience que finalement, je commence à accepter ma situation et à moins être dans... que quelque part, c'est vrai, accepter que je puisse vivre sans les autres. Ouais, cette chose-là commence à devenir plus facile à accepter. Je cesse de lutter et de vouloir. Ça ne se présente pas, je vais pas me sentir plus, je vais pas me sentir malheureux pour cela. C'est comme ça. C'est vrai que je suis encore en vie, je pourrais considérer cela comme quelque chose d'important. Surtout que j'ai 2 personnes de ma génération qui sont dans le cimetière, et si ce n'est plus, en tout cas 2 dont j'ai été informé. Après, c'est vrai que j'ai un peu la chance d'être là, encore là. Jusqu'à quand, je n'en sais rien, et c'est pas important. Après,
compris, j'en sais. Moi, j'arrête là, je recommencerai à dire autre chose à un autre moment.